Il aura fallu la pandémie de la Covid-19 avec les fermetures des frontières pour qu'enfin on s'intéresse à eux. Jusque-là, on les prenait pour des plaisantins, ou au mieux des illuminés. Personne n'avait envie de parier ou de miser sur eux. Si oui, quelques rares mécènes aussi fous qu'eux. Puis d'un coup, par leur inventivité, par la technicité et leur adaptabilité, pour utiliser un terme dans le vent, ils ont prouvé aux yeux de tous leur génie, leur utilité, en proposant des solutions pratiques, moins coûteuses. Ils ont innové en apportant des solutions au moment où les fournisseurs traditionnels étaient absents et détournés vers eux-mêmes. Des respirateurs, des sas désinfectants, des couveuses pour prématurés. Ça marche. Et les populations et les autorités semblent enfin convaincus de leur génie. Enfin, ils représentent désormais le Made in Africa. Le grand public croit-il enfin en eux? Ont-ils une place en Afrique? Seront-ils moins maltraités? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est aujourd'hui au Mali, en marge du forum de Bamako, cadre de réflexion des intellectuels universitaires et politiques sur les problématiques continentales. Le docteur Savaye Nyoumou, chirurgien, membre fondateur de l'Académie francophone de médecine, expert en télémédecine et e-santé, et expert de l'Union internationale des télécommunications. Bonjour et merci d'être là, docteur Savaye Nyoumou. Bonjour et merci. Alors, sur ça, je me tourne vers celui qui n'est pas le géo, trouve tout de ce plateau, mais qui est dans un domaine où, lorsqu'on entend parler de ça, on se dit c'est l'affaire des grands médecins, c'est les grandes cliniques d'Europe qui peuvent travailler dessus. La question de la télémédecine. Vous êtes dans la télémédecine, vous êtes un peu vu comme le pape de la télémédecine ici en Afrique. Comment vous vous retrouvez dans la télémédecine? Alors, ça a été un peu comme un hasard. Parce que comme vous l'avez dit, moi je suis chirurgien et j'ai exercé à Paris dans des grands hôpitaux, en particulier Saint-Joseph, l'hôpital américain, l'hôpital européen de Paris. Donc ce sont des endroits où je travaillais comme chirurgien. Je faisais beaucoup de microchirurgie et de l'urologie et tout ça. Mais les Africains me sollicitaient énormément, les ambassades, les gouvernements, et me sollicitaient pour des patients qui sont en France ou qui doivent se soigner en France, en Allemagne ou ailleurs. Et finalement, je m'occupais de ces patients et je me rendais compte qu'il y avait trop d'informations qui manquaient. Le médecin il m'a envoyé, quand je lis jusqu'au bout, je me dis, mais de quoi il parle? Je ne comprends rien. Et je ne peux pas joindre le médecin. Alors j'ai attrapé quelques informations. Je dis, vous êtes tout le temps en train de parler, d'aller vous promener sur la Lune. Moi, je veux des choses concrètes. Je veux que quand mon collègue là, il m'envoie un patient, s'il ne me donne pas l'information qu'il faut, ça ne passe pas. Il me dit, qu'est-ce que je veux? Je dis, si vous avez le temps, on le fait. Et on a créé en 2001 le premier DMP, dossier patient partagé. Ce qu'en France, ils essayent de faire jusqu'à aujourd'hui. Et quand on l'a mis en place, à partir de 2003, vous pouvez être au Mali, vous regardez toutes les radios de votre patient qui est traité à l'hôpital américain. Ah oui? Directement, vous dites, ah non, ne prescrivez pas ce médicament parce que nous, on ne l'a pas au Mali. Des choses comme ça. Donc on partageait déjà à l'époque... On créait un pont, parce que généralement, ce pont-là, il n'existe pas. Tout à fait, ça n'existait pas. On a créé ça. Ça a fait que les Français sont venus me chercher. Ah non, nous on veut faire le DMP, tu dois faire partie de la commission Galien. C'est la commission nationale de réglementation de la télémédecine. Je dis non, je ne veux pas. Moi, je vais travailler avec l'Afrique. Ils m'ont dit, ah non, mais tu n'arriveras jamais, c'est la brousse là-bas. Il n'y a pas d'électricité. Et puis... C'est comme ça que j'ai fait partie de la commission Galien, mais je les ai laissés. Je dis, membre non permanent, je ne veux pas être permanent. Mais en 2003, je me suis retrouvé confronté à d'autres problèmes. Je recevais des patients en opère du cœur, et ce patient-là, je ne peux pas le renvoyer dans son pays, parce que j'ai besoin d'un électrocardiogramme tous les jours ou tous les 2 jours. Et dans son pays, c'est 3 semaines le rendez-vous. Et après, c'est un long monopiste qu'on ne peut pas photocopier, qu'on ne peut rien en faire. Et je suis obligé de les garder à Paris 2 mois pour un examen qui coûte 2 €. Ouais. Alors, j'ai dit non, ça ne peut pas continuer. Je suis allé jusqu'à Montpellier voir l'université, la fac, où ils surveillaient tous les pacemakers qui sont posés en France. De là-bas, ils les surveillaient. Je dis, bon, écoutez, moi, j'en ai marre, je veux un électrocardiogramme, quelque chose qui me donne les informations que je veux, quel que soit l'endroit où est le patient. Ah oui, mais c'est compliqué, et puis de toute façon, je dis, ça ne vous regarde pas. Moi, je le veux. Vous êtes toujours en train de définir nos besoins pour nous. Laissez-nous définir, je le veux. Vous pouvez le faire ou vous ne pouvez pas le faire. C'est tout ce que je pose comme question. Ah oui, c'est possible. Je dis, bon, allez, on y va. Et j'ai créé un appareil de télésurveillance cardiaque. Et à l'époque, je pouvais le donner au patient, il rentre au Burkina n'importe où, tous les matins, à se lever, il appuie sur le petit, si c'est vert, c'est bon, si c'est rouge, c'est mauvais, il recommence. Et quand il le faisait, j'avais l'électrocardiogramme sur mon bureau, le cardiologue l'avait sur son téléphone, et on pouvait discuter et changer son traitement ou réorganiser. Un vrai pont, c'est-à-dire qu'il est à distance, mais on peut voir ce qui se passe. Là, vous vous retrouvez en train de faire de la télémédecine. Oui.
à distance. Est-ce que vous avez pensé à revenir en Afrique ou bien vous continuez d'exercer sur place en France? Non, tout ce que je fais actuellement, c'est sur l'Afrique que j'ai donné des bourses à des étudiants pour aller faire. La plus célèbre, c'était, je lui ai dit, il faut m'étudier le comportement de l'image médicale dans tous les canaux sans fil. Parce que l'image médicale, quand elle sort de l'IRM, du scanner et autres, elle a un format, il faut m'étudier son comportement quand on l'envoie dans d'autres canaux. Et bon, les Français me sont tombés dessus comme ce n'est pas permis, mais quand il a fini, il est maintenant chercheur pour le Canada. Il avait toutes les universités américaines qui le voulaient, parce qu'on a montré qu'il fallait le coder autrement. Et toutes ces solutions, c'est pour l'Afrique. Et toutes mes solutions, quand j'ai inventé la valise de diagnostic à distance, là où je l'ai proposé, c'est en Afrique. Donc il y en a dans différents pays où il circule, elle est indépendante, vous allez où vous voulez. Avec les autorités, vous êtes par exemple du Burkina, est-ce que vous avez des contacts avec les autorités du Burkina pour que vous apportiez votre science? Je vais vous raconter une anecdote qui vérifie ce qu'il a dit. En 2007, je suis allé au Burkina, j'ai fait un réseau, j'ai amené, on était 3 ingénieurs, une spécialiste en communication et moi. On a fait 2800 km dans le pays. Aller voir tous les endroits où il y avait un système médical. Et j'ai proposé un système complet. J'ai donné mes valises gratuitement. 2007, ils n'ont pas pris. En 2007? Oui. J'ai réuni tout le monde, les ministres et autres. Ah, c'est vraiment bien. Ils n'ont pas pris, ils n'ont rien fait. Là, en 2008, j'invite le directeur général de la médecine hospitalière à Düsseldorf, la Mecque de la technologie médicale. À l'époque, je savais qu'il y a le congrès annuel des astronautes et de tous les médecins qui s'occupent des astronautes, de les tester, de les recruter et tout ça. Et le directeur général, qui est un professeur allemand, c'est un ami. Il m'a dit, écoute, cette fois-ci, il faut que tu viennes. Donc je l'ai invité et je l'ai amené à cette réunion. Le professeur Rupers, c'est vrai que quand il parle, lui, en tant que médecin, ne comprenait rien. Parce que le cerveau, quand il va là-bas, son poids est multiplié par 7. Et Rupers me dit, il dit à tout le monde, j'ai demandé à quelqu'un de venir ici. Moi, quand un astronaute est là-haut, que j'ai besoin de lui faire un examen de sang, si je dis 3 millions d'euros, on me donne les 3 millions d'euros. Et je lui fais une simple goutte épaisse. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui fait plus loin que ce que je fais et qui a le culot de vouloir en faire du business. Docteur Nimoussa Yahvé, pouvez-vous nous expliquer? Quand je me suis levé, le directeur de la médecine hospitalière, il a été sidéré. Et quand je finis, il dit, alors c'est vrai, nul n'est prophète chez soi. Toi, tu es à ce niveau-là. Ça fait 4 ans que tu nous parles. On ne t'écoute pas. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne vous a toujours pas écouté. Ils font la bagarre entre eux. Hein? On n'écoute pas. Mais donc, alors, concrètement, aujourd'hui au Burkina, est-ce que vous avez un contact avec les autorités? Est-ce que vous travaillez avec les J'ai un contact avec les autorités, mais je ne parle plus de télémédecine. Ils savent. Ils le savent. La dernière fois, ça s'explique comment? Il n'y a pas longtemps, l'Institut ils voulaient organiser un événement national. Et puis les gens de Télécom m'ont appelé pour demander si je pouvais faire une conférence par visio. Mais quand j'ai commencé, après ils disent, mais nous on n'était pas au courant de tout ça. Je dis, mais ça y est, dans vos archives. Tout est écrit, tout est posé là-bas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui, d'après vous, explique le fait qu'ils n'utilisent pas vos compétences? Alors, ce qu'il a dit, je le rejoins. Nul n'est prophète chez soi. Moi, on m'appelle au Zimbabwe. On m'appelle en RDC dans plusieurs endroits pour venir aider le ministère à mettre en place sa stratégie de télésanté. Et je fais l'expertise de ce qu'il y a. Et je propose les solutions. Parce que dans le domaine de télémédecine, ce qui embrouille les ministères, ça existe aussi. C'est une jungle. En matière de normes, en matière de standards, c'est une jungle. On ne sait jamais quelles normes prendre et les ministères sont embrouillés. Et moi, je les aide à mettre en place. Et quand pour régler une solution ponctuelle, un centre médical ou un hôpital, je leur propose des solutions pour le faire. Alors, on va suivre votre cas. On a le sentiment que la plupart d'entre vous, vous êtes doués pour inventer, mais pour en faire une industrie, c'est les autres qui vont venir et après on va se plaindre en disant « oui, ils nous ont tout mangé, mais peut-être qu'on n'était pas capable de le faire ». Est-ce qu'il n'y a pas une vraie réflexion à avoir pour devenir des industries, tout simplement, et faire du Made in Africa à une grosse échelle? Ce que vous dites est extrêmement important et c'est pour ça que c'est important qu'on soit tous ensemble ici. Parce que il y a les caïmans. Qu'on appelle les crocodiles. Les crocodiles, ils sont ces bouches ouvertes comme ça, ils n'attendent que pour happer. Absolument. Ils sont capables de venir l'attraper, lui donner, bon, voilà, 50 millions d'euros. Tu prends et puis on rachète. Et puis, voilà. Lui, il sera content, mais ils vont prendre ça et puis mettre dans le tiroir et puis c'est fini. Donc, il est important de ce que vous dites. Parce que les grands, si vous les appelez, ils vont vous happer. Et quand ils vont progressivement, ils vous éjectent. Mais
quand je prends par exemple moi mon modèle, aujourd'hui on a des modèles économiques qui peuvent fonctionner et on va devenir grands, mais tous grands ensemble. Quand j'ai commencé la télécardiologie au Cameroun, malheureusement ils étaient très gourmands, ils n'ont rien compris. Je voulais produire les ARC, les ECG là-bas et distribuer. Les jeunes là ont voulu... Bon, donc ça c'est autre chose. Mais aujourd'hui par exemple, quand je prends ici au Mali, moi je suis venu, ça fait 6 mois, j'ai discuté avec tous les pharmaciens. Et avec les pharmaciens, je dis, bon voilà, vous avez trop de faux médicaments. Ça tue les gens. Il y a 700 000 morts par an en Afrique pour les faux médicaments de palu et de tuberculose. Je dis, je vous fais la traçabilité, la carte d'identité de chaque médicament pour que ce qui rentre dans votre pharmacie, quand ça sort, on sait exactement qu'est-ce qui sort et qu'est-ce que les gens prennent. Ils sont très contents et ils vont payer pour avoir ces solutions. Et quand j'aurai tout ce monde, je n'aurai pas besoin d'investissement. Je fais en même temps, le mois prochain, je lance ici même, au Bamako, une application où si vous allez à l'hôpital en urgence, on vous fait des médicaments, des prescriptions, vous rentrez ça vous dit la pharmacie la plus proche où il y a et combien ça coûte. Tout c'est bien, mais il va falloir malheureusement que nous arrêtions parce que le temps n'est pas extensible, que vous pensiez business. Parce que c'est bien d'inventer, mais il y a un énorme marché africain, d'1 milliard 200 millions d'habitants. Maintenant, organisez-vous comme vous voulez, mais il ne faut plus que dans 3 ans, dans 4 ans, vous veniez en disant « on m'a mangé ». Ils ont encore apporté leur impérialisme. Voilà. Peut-être qu'on sera responsable à ce moment-là. Merci en tout cas d'être venu en débattre. Merci. Bon courage dans vos inventions. On espère qu'on aura beaucoup de Made in Africa. Bon courage en tout cas. Nous arrivons au terme de ce débat africain réalisé par Sébastien Faye avec aux caméras Bokari Chulenta et Ibrahim Sango. L'actualité continue sur France 24.